Alors bonjour à tous et toutes. Je vais peut-être débuter en me représentant un peu plus spécialement, notamment pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas assisté déjà à mes interventions dans ce groupe-là. Donc je suis enseignante-chercheur en sciences de l'éducation ici à l'ESP, j'enseigne à l'ESP. Et je suis chercheur à l'IREDU, qui est un labo de recherche en éducation sur le campus dijonnais. J'interviens en formation initiale sur les questions d'évaluation depuis une dizaine d'années dans le module de formation transversale consacré à l'évaluation, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré. Et qui est un module qui, depuis les masters, intègre aussi les questions relatives aux compétences et notamment au socle. Donc ça, c'est mon ancrage enseignement-formation. Et mon ancrage recherche, je ne suis pas une spécialiste de l'évaluation des élèves. Il y en a bien d'autres que moi. Et par exemple, Yann Mercier-Brunel, que vous allez voir cet après-midi, lui, centre vraiment ses recherches sur la question de l'évaluation des élèves. Ce n'est pas mon cas. À l'IREDU, on travaille beaucoup les questions d'évaluation, on est reconnu là-dessus, mais surtout sur l'évaluation du système en général, de son fonctionnement. Et moi, je travaille plus spécialement sur l'évaluation de l'efficacité de certains dispositifs pédagogiques ou didactiques innovants. C'est un peu ça que j'ai fait depuis une vingtaine d'années. Et ça m'a amené à travailler en coopération, notamment avec des chercheurs en didactique de certaines disciplines, notamment dans les disciplines de langue. Mais je ne suis pas... Et donc, c'est ces deux activités-là qui m'ont conduit il y a 4 ans à monter un travail de recherche ici à l'ESP avec d'autres collègues formateurs, pas forcément chercheurs, et d'autres enseignants-chercheurs. On s'est intéressé à l'expérimentation des classes sans notes, d'une part parce que du côté de la formation, on présentait depuis 10 ans les travaux issus de la recherche aux étudiants et on leur disait notamment que voilà, ces travaux montraient l'extrême limite et les faiblesses de l'utilisation de la notation chiffrée. Et immanquablement, évidemment, qu'est-ce que nous disaient nos étudiants? Eh bien oui, d'accord, on veut bien entendre ça, et ça a des inconvénients, la notation chiffrée, mais comment on fait? Et là, on était un peu coincés. Voilà, on disait, voilà, on peut faire autrement, mais sans trop plus avoir de réponse. Et puis, parallèlement, on savait qu'il y avait des expérimentations sur la suppression de la notation. Donc, on a décidé d'en faire un objet de recherche. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée depuis 4 ans à travailler ces questions-là. Je prends toutes ces précautions-là pour vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas des travaux qui sont issus de mes propres recherches. Je ne suis pas spécialiste de la tâche complexe du tout. Mais dans la commande qui m'a été faite, et je comprends pourquoi il y a des demandes sur cette notion, je me suis placée comme je fais quand je suis enseignante à l'ESP, c'est-à-dire et avec la caractéristique qui est celle des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire on va regarder ce que les autres, ce que les chercheurs ont fait sur cette question-là, et on fait des synthèses. Donc je remercie les collègues du groupe de m'avoir donné l'occasion de faire ça, parce que ça m'a beaucoup apporté. Et puis ça enrichira aussi mes interventions en formation initiale, quoique le peu de temps dont on dispose en formation initiale sur ces questions-là, en tout cas en formation transversale, rend le propos difficile. Voilà, alors c'était pour vous dire que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une synthèse, enfin c'est un essai de synthèse des références scientifiques récentes sur la question de ces tâches complexes. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de les mettre en perspective donc avec les enjeux professionnels qui sont les vôtres, actuels, à la fois dans le cadre de la réforme du socle, du développement des compétences qui sont visées par le socle, et puis de la question de leur évaluation. Et je voudrais prendre tout de suite la précaution de vous dire que toutes ces notions, les notions dont je vais parler là, elles ont comme caractéristique de n'être absolument pas stabilisées au plan scientifique. Même si les premiers travaux datent au moins de 20 ans, même plus, c'est encore des débats, c'est encore des notions qui font
extrêmement débat, y compris au sein des chercheurs qui travaillent sur le même objet, hein, notamment les compétences. Donc je vous signalerai régulièrement les choses qui font consensus, provisoire souvent, hein, mais quelquefois ça devient définitif, et puis les choses qui font encore débat, qui ne sont pas très stabilisées, qui sont discutées entre chercheurs. Voilà, les précautions prises de ce point de vue-là. Alors sur ce que je vous propose, c'est déjà de partir, pourquoi on s'intéresse aux tâches complexes, et ça je suppose que ça va être pour vous quand même plutôt des rappels, hein, raccrocher les tâches complexes à quoi, pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui en France. Ensuite, tâcher de faire des essais de définition en partant d'oppositions de synonymes ou quasi synonymes, hein, d'expressions qu'on voit associées aux tâches complexes. On ne sait pas si c'est tâches complexes ou situations, on ne sait pas si c'est situation problème ou situation complexe, etc. Donc j'ai essayé, voilà, de pêcher dans la littérature quelques éclaircissements sur ces questions-là. Ensuite, on passera alors à deux chapitres un peu complémentaires, mais un que j'ai volontairement beaucoup développé, c'est les situations complexes pour apprendre. Parce qu'effectivement, souvent, cette question des tâches complexes, elle arrive par la question de l'évaluation. Mais d'abord, on va y revenir, hein, mais d'abord, elles sont là pour apprendre à développer des compétences. Hein. Donc, il faudra peut-être remettre un peu de l'ordre chronologique dans tout ça. Et je pense que, alors, je ne suis pas sur le terrain, je n'ai de contact qu'avec des professionnels qui sont tout jeunes. Mais quand même, avec les recherches que je conduis depuis 4 ans, je suis un petit peu quand même plus en connexion avec des professionnels de terrain. Il y en a d'ailleurs dans la salle. Et je me doute, enfin, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, on en est à se poser la question des tâches complexes, surtout pour évaluer et pas trop pour apprendre. Hein. Donc voilà, j'ai mis un peu le paquet là-dessus. Et puis dernière partie, des tâches complexes comme situation d'évaluation. Voilà. Et puis ensuite, je terminerai sur une petite note plus détachée, hein, notamment relative à la posture de formateur qui est la mienne et qui est la vôtre. Du coup, votre fonction, bien sûr, vous allez recevoir cette intervention à double titre, à la fois en tant qu'enseignant pour ceux qui enseignent et aussi en tant que formateur. Mais je vous dirais quelles précautions, en tout cas moi, je prends en tant que formatrice sur ces questions-là, eu égard justement à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que c'est pour beaucoup des notions qui ne sont pas vraiment stabilisées encore, au plan scientifique, j'entends. Je ne sais pas, si c'est assez gros, voilà, je ne savais pas trop. Alors, pourquoi des tâches complexes? Ça, c'est des rappels, me semble-t-il, je vais aller assez vite. Donc, évidemment, on se pose la question des tâches complexes parce qu'on a décidé en France depuis au moins 2005 de développer des compétences chez les élèves avec l'instauration du socle, etc. Hein. Sur les compétences, il y a une définition, je disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas stabilisées au plan scientifique. Maintenant, sur la compétence, en tout cas dans le champ éducatif, il y a relativement consensus, il y a un relatif consensus pour dire qu'effectivement, une compétence, ça repose sur la mobilisation d'une diversité de ressources. Alors, ce mot « ressources » est utilisé, est large, hein, recouvre, selon les auteurs, et ils vont vous parler de connaissances, d'autres de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de procédures. Vous allez voir dans ceux que je cite beaucoup, là, ils utilisent beaucoup le mot « procédure », hein, alors ça pourrait, je pense que pour certaines disciplines, ça peut heurter un peu, mais bon, voilà, il ne faut pas capacité, savoir-être, stratégie, valeur, enfin, toutes les ressources, c'est tout ça, hein, en général. Ces ressources qui sont propres au sujet, à la situation ou externes, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'aller les chercher pour résoudre la situation. Et cette mobilisation s'effectue dans une situation. Nous voilà donc avec cette notion de situation qui intervient parce qu'on s'intéresse aux compétences. Hein. Des compétences
les spécialistes nous disent, ça ne peut se révéler qu'en situation. C'est pour ça que du coup, on va s'intéresser à cette question de la situation. Et puis, donc, c'est pas simplement reproduire des choses qu'on sait faire, mais s'adapter. L'élève, il doit s'adapter à des situations diverses, inédites, j'y reviendrai. Et donc, par exemple, je vous ai mis une citation très ancienne de Pernoud qui dit explicitement une compétence permet de faire face à une situation complexe. Donc, c'est parce qu'on s'intéresse aux compétences qu'on s'intéresse aux situations ou aux tâches complexes. D'un point de vue institutionnel, maintenant, ça va beaucoup mieux quand même depuis le décret de 2015, depuis le nouveau socle, hein, parce que le premier socle en 2006, on peut quand même dire que c'était quand même pas très clair au plan institutionnel, il n'y avait pas de définition officielle de la compétence du point de vue de l'éducation nationale. L'éducation nationale disait, ben voilà, il y a des compétences dans le socle, il faut les développer, il faut les évaluer. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, cette notion, elle était encore en jachère, et c'était pas très facile. Maintenant, vous voyez, je vous ai remis une citation de ce décret, et je l'ai mise parce qu'elle fait référence explicitement à la situation complexe, et on met ou inédite. Alors, et puis on remet une compétence et l'aptitude. Alors là, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon, elle a le mérite d'exister quand même dans le socle. Et moi, à mes étudiants, je leur dis, bah voilà, au moins il y a une définition qui est institutionnelle. Vous pouvez partir là-dessus. Alors justement, sur les définitions maintenant, donc les tâches complexes, on s'y intéresse parce que on veut développer des compétences. Alors je suis partie sur des expressions antinomiques ou pas, enfin voilà, qu'on retrouve. Donc déjà, est-ce qu'on parle de tâches ou de situations complexes? Ben, on parle un peu des deux. Honnêtement, quand on regarde, je vous ai sorti des bouquins que je ferai circuler, qu'on peut faire circuler d'ailleurs, qui servent de base à mon intervention. Et puis j'ai fait des photocopies aussi de petits textes, si ça vous intéresse, vous les prendrez. Globalement, les deux termes sont employés et a priori, ça semble assez synonyme. J'ai pas trouvé d'auteur qui explicite ce que c'est qu'une tâche, ou qui oppose tâche complexe à situation. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils utilisent plutôt tâche quand ils parlent de ce que doit faire l'élève, et ils utilisent plutôt situation comme quelque chose de plus large, c'est-à-dire ça réfère plutôt à ce que fait l'enseignant, c'est-à-dire évidemment ça intègre la tâche que va devoir faire l'élève, mais aussi les consignes, les supports, etc. Vous voyez, globalement c'est ça. Par exemple, je vous ai mis des exemples et extraits du glossaire du bouquin de Rogers, là, qui est un collègue belge. Alors les références que je prends sont surtout de l'école, entre guillemets, belge, sur l'évaluation, qui est une école très répandue. Voilà, donc dans le glossaire de Rogers, vous voyez, on voit cette distinction-là, mais donc, du coup, à chaque fois, j'en ai tiré des donc, que moi, j'en retire. Donc, une tâche complexe, ça serait ce que devrait mettre en œuvre l'élève pour faire face à ou résoudre, j'y reviendrai sur, une situation complexe. En fait, on peut le dire comme ça, me semble-t-il, dans ce que j'ai lu. Après, autre couple, situation complexe ou situation problème. Et là, du coup, ça fait écho, parce que situation problème, dans certaines didactiques, ça veut dire quelque chose de particulier. Dans d'autres didactiques, ça ne veut rien dire, me semble-t-il, mais c'est vous qui le savez. Enfin, c'est pas utilisé, mais je pense que dans les didactiques des disciplines scientifiques, situation problème, c'est quelque chose de particulier. Alors, quand on regarde par exemple Rogers, lui, il le dit carrément, il le donne comme synonyme. Il dit une situation problème, c'est un ensemble contextualisé, donc en contexte, d'informations à articuler en vue d'une tâche déterminée, donc il y a cette idée de tâche,
dont l'issue n'est pas évidente a priori. C'est-à-dire que la tâche, c'est pas parce qu'on l'énonce qu'on sait tout de suite comment on va la résoudre, etc., par quels moyens, par quel chemin, démarche, etc., on va y arriver. Et puis, en général, ce terme est utilisé comme synonyme de situation complexe. Donc lui, il dit c'est la même chose, sauf que quand même, plus loin, il distingue situation-problème et situation-problème didactique. Alors, je pense que c'est lui qui nomme ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il vise? Et quand il appelle ça situation-problème didactique, en fait, il parle des tâches qui sont utilisées notamment dans certaines disciplines, je pense, scientifiques, mais vous me le direz, ou pas seulement d'ailleurs, des situations-problèmes qu'on propose aux élèves, mais pour développer des nouveaux apprentissages. Hein, donc, ce qu'on appelle dans certains explorations ou tâches d'exploration, etc., c'est-à-dire des situations qui posent des problèmes aux élèves, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les outils pour la résoudre, justement. Et donc, ça permet ensuite de construire les notions, etc. Donc ça, il dit, ça, c'est une situation-problème particulière qu'il appelle, lui, didactique. Je ne trouve pas que l'expression soit très parlante, mais enfin, voilà. Mais il dit, ça c'est pas de la situation-problème dont on va utiliser pour évaluer les compétences, notamment, parce que justement... et donc, c'est Carrette qui amène une précision. Alors, Carrette, c'est aussi un chercheur belge. Hein. Lui, il dit, les tâches proposées aux élèves doivent faire appel à un ensemble de procédures. Donc, procédures, hein, j'ai mis entre parenthèses ressources, c'est la même chose. Effectivement apprises. Donc, sinon, on se situe plus devant une situation-problème, alors utilisée lors d'activités d'apprentissage. Donc, en fait, ils sont d'accord tous les deux. Hein, ils disent, attention, pour évaluer des compétences, on a besoin de situations complexes, mais qui font référence à des ressources que l'élève connaît déjà, a déjà acquis. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que j'en conclus, la situation complexe, ça serait une situation qui peut proposer un problème qui peut être résolu par l'élève, c'est-à-dire dont il a les outils, hein, les ressources, etc., nécessaires pour le résoudre. Il peut le réussir, quoi. Hein. Et je dis qu'il peut proposer un problème parce que dans plusieurs auteurs mentionnent le fait qu'il y a des situations complexes qui ne sont pas forcément des problèmes. Qui sont simplement, on demande aux élèves de produire des choses, mais pas forcément pour résoudre un problème quelconque. Donc vous voyez, il y a correspondance, mais avec un but bien précis, et surtout, il y a l'idée que si situation-problème on utilise, c'est des situations-problèmes que l'élève peut résoudre parce qu'il a à sa disposition des ressources qu'il a acquises par ailleurs à d'autres moments. Voilà. Alors ensuite, autre couple de notions, situation complexe, situation compliquée, tâche complexe, tâche difficile. Alors beaucoup d'auteurs insistent sur ça parce qu'ils disent qu'il y a effectivement souvent des contresens, hein, en disant une situation compliquée ou une tâche complexe, une tâche compliquée, difficile pour l'élève. Alors eux, là, ils sont assez clairs là-dessus. Ils disent, non, c'est pas la même chose. Hein. Le caractère complexe d'une situation ou d'une tâche, je vais utiliser maintenant les deux termes ensemble. Son caractère complexe, elle tient à la quantité de ressources et à l'agencement de ces ressources, hein, à la combinaison de ces ressources qu'il va falloir opérer pour réaliser la tâche. Mais les ressources nécessaires à la réalisation de la tâche ont déjà été abordées, ça je l'ai déjà dit, mais de façon séparée, par exemple dans un autre ordre ou dans un autre contexte, etc. C'est ça qui fait la complexité de la tâche. Par contre, le caractère difficile ou compliqué, hein, d'une tâche ou d'une situation, ça serait plutôt relatif au niveau de compétence de l'élève, en fonction de ses acquis antérieurs, de la nouveauté des contenus qui interviennent dans la situation. Donc, Carrette dit, attention, pas de contresens. La tâche complexe, c'est qu'on demande aux élèves de choisir et de combiner plusieurs ressources qui sont connues, hein, qui sont maîtrisées
déjà par les élèves. Mais le caractère complexe, c'est que l'élève va devoir inventer, entre guillemets, une démarche, un ordre des opérations. Alors là, c'est moi qui ai mis des guillemets parce qu'ils utilisent le mot opération, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est les opérations numériques, etc. Hein, ça vaut les opérations au sens un peu cognitif, hein, c'est-à-dire des tâches, ou une manière de les organiser. Donc, et celle-ci, hein, cette démarche, elle n'est pas indiquée dans les consignes. Voilà, donc du coup, c'est ça qui fait le caractère complexe. Donc, j'en tirerai pour ma part le fait que, ben non, justement, une situation complexe, elle ne doit pas être difficile au sens où elle ne doit pas mobiliser des ressources que les élèves ne connaissent pas, n'ont jamais rencontrées, etc. Hein, elle doit nécessiter de mobiliser des ressources qu'ils maîtrisent, hein, et ce qui est complexe, c'est le choix qu'ils vont devoir opérer, c'est le choix et l'articulation des ressources, hein, qu'ils vont devoir faire pour réaliser la tâche demandée. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que ça fait quand même un peu beaucoup de choses. Autre couple, à propos des situations complexes. Alors ces situations, de quelle nature elles sont? Est-ce que c'est des situations authentiques, c'est-à-dire qui recourent à des tâches pragmatiques ou utilitaristes, c'est-à-dire issues de la vie quotidienne, hein? Souvent on voit ça quand on voit des exemples de tâches complexes, c'est souvent très ancré dans la vie courante, des problèmes de la vie courante, etc. Au sens où ça a du sens pour les élèves. Hein, ou bien est-ce que c'est des situations scolaires, artificielles, construites pour les apprentissages, etc. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, Vincent Carrette, lui, émet pas mal de réserves sur le fait qu'il faudrait que les tâches complexes soient automatiquement des situations authentiques, de la vie courante, etc. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ces tâches et ces situations, hein, pour travailler les compétences, puisque c'est toujours la finalité, effectivement, elles soient finalisées, hein, donc qu'elles débouchent sur une production des élèves, mais cette production, elle peut être, on va revenir dessus, mais elle peut être pas forcément quelque chose de la vie courante, concrète, etc. Ça peut être quelque chose d'assez scolaire, hein, et que ça présente un sens pour les élèves, effectivement, mais, dit-il, cette tâche ou cette situation, elle peut présenter un sens et une finalité au sein même de la discipline, au sein même de l'apprentissage. C'est pas forcément... il ne faudrait pas forcément habiller les tâches obligatoirement très vie quotidienne et vie courante. On peut avoir des finalités et du sens, y compris pour apprendre d'autres choses, par exemple. Hein. On peut résoudre une situation complexe parce qu'on en a besoin pour apprendre de nouvelles choses dans la discipline où on est, etc. Sans pour autant s'inscrire dans le cadre de la vie courante, etc. Donc le contexte disciplinaire ou situation de la vie de tous les jours, tâche authentique ou scolaire, finalement, ça n'a pas l'air d'être le souci majeur. L'essentiel, d'après ces auteurs, c'est de présenter une activité qui ne soit pas un pur prétexte à vérifier l'acquisition de procédures ou de ressources, etc., hein, mais qui, de par même sa présentation, hein, est partie intégrante de la résolution de la situation. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment cette tâche, elle doit être construite pour effectivement permettre à l'élève de devoir combiner, etc., des ressources. Après, qu'elles soient purement scolaires ou qu'elles soient ancrées dans la vie courante, peu importe, à condition qu'elle ait quand même un sens et une finalité qui soit, sous-entendu, explicite. Et explicité sans doute aux élèves. On y reviendra. Donc, pour terminer, je crois, pour terminer sur ces essais de définition,
On peut résumer en disant une tâche ou une situation complexe, c'est le moyen de révéler, donc d'évaluer. Parce que pour évaluer, il faut révéler, il faut que la compétence, elle s'incarne. Hein. C'est donc le moyen de révéler et donc d'évaluer les compétences des élèves. Mais François-Marie Gérard, ceux qui étaient là en mois de juillet l'année dernière, vous avez toujours le diapo, je pense, dans l'espace ressources. Il était très dense, son diapo, et si vous retournez dans ce diaporama, vous verrez qu'il notait un certain nombre d'écueils qui pouvaient se présenter du point de vue des pratiques d'évaluation des enseignants à propos de ces tâches complexes et de l'évaluation de ces tâches complexes. Et notamment, j'en ai repris deux ici. Un premier écueil serait de n'évaluer que des ressources. N'évaluer que des ressources, c'est notamment considérer que comme si la compétence était finalement une somme de tâches partielles. Donc on pouvait découper la compétence en tâches partielles et qu'il suffirait d'évaluer l'acquisition de chaque tâche partielle pour du coup inférer la compétence chez l'élève. Donc ça c'est un écueil parce que ça a des... Vous voyez que ça, pour les plus anciens qui ont connu la pédagogie par objectif, on n'en est pas loin de ça. Enfin, c'était la démarche de la pédagogie par objectif. On prenait un grand objectif, on le dérivait. Je me souviens avoir fait ça comme j'étais étudiante. On dérivait en sous-objectif, etc. pour arriver à des tâches. Effectivement, là, on dit, oui, d'accord, on va pouvoir évaluer chaque tâche partielle. Ok, on va pouvoir évaluer, notamment, j'y reviendrai, l'acquisition des ressources. Il va falloir le faire. S'assurer que les élèves maîtrisent les ressources. Mais il faut, par ailleurs, évaluer la compétence comme un tout. Et c'est ça qui est un peu complexe. Et j'ai fait référence là à la recherche qu'on a fait ici à l'ESP de Bourgogne. Je pense qu'il doit y avoir l'article qu'on a fait d'éducation permanente, il me semble qu'il est aussi sur l'espace ressources. Et je vous l'avais présenté au mois de novembre, me semble-t-il, où on montrait qu'effectivement, à partir du recueil de devoirs que des collègues avaient établis, etc., c'était plutôt l'évaluation des ressources qui était faite, plutôt que d'évaluation vraiment de tâches complexes. Bon, évidemment, c'est un tout petit échantillon qu'on avait, etc., mais cet écueil, je pense qu'il existe. Voilà. Deuxième écueil, ça serait un peu l'inverse. Ça serait finalement, on fait nos enseignements, on évalue l'acquisition des ressources, et puis de temps en temps, on confronte les élèves à des situations complexes pour évaluer les compétences. Mais par exemple, je sais pas moi, à la fin d'une séquence, ou à la fin d'une période, ou à la fin d'une année, etc. C'était le cas d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ont été révélées les difficultés des élèves français de ce point de vue-là. Quand on avait les évaluations nationales, par exemple, et puis plus encore les évaluations internationales de type PISA, où effectivement elles sont construites, la plupart, alors ils n'évaluent pas que des tâches complexes, mais quand même beaucoup. Les premières fois qu'on a fait passer ces évaluations-là dans les établissements, vous vous en souvenez sans doute, et dans les écoles, il y a beaucoup d'enseignants qui ont dit mais c'est quoi ces exercices-là? Nous, on fait évidemment, c'est pas surprenant que nos élèves échouent parce que on fait jamais des exercices comme ça. Et donc effectivement, si on fait un enseignement et puis que de temps en temps seulement on évalue des compétences par tâche complexe, par le biais de tâches complexes auprès des élèves, eh bien il y a de forts risques qu'il n'ait pas de bons résultats à ce type d'évaluation. Et donc, du coup, j'en conclus, et c'est pour ça que j'ai mis le paquet, je vous le disais tout à l'heure, j'en conclus que la gestion de situations de tâches complexes, ça doit faire aussi
l'objet d'un apprentissage. Et donc, avant de les évaluer, il faut d'abord mettre les élèves en situation de s'entraîner à résoudre, à les gérer. Voilà, et donc, du coup, je passe à cette partie sur des situations complexes pour apprendre. Alors, j'ai mis une nouvelle pédagogie, point d'interrogation, parce que vous verrez qu'il y a certains auteurs, notamment belges, qui l'ont construit effectivement comme une pédagogie dans son ensemble. Ils s'appellent ça pédagogie de l'intégration. Je vais m'appuyer là-dessus. Je ne dis pas du tout que c'est ça qu'il faut faire. Je vous donne simplement ça pour vous dire, voilà, il y a des chercheurs qui l'ont même expérimenté, etc., qui ont essayé de le modéliser sous forme d'une nouvelle pédagogie. Mais comme nouvelle pédagogie, vous savez, comme tout nouveau modèle pédagogique, après les enseignants ils prennent des bouts, voilà, c'est destiné à ça. Mais c'est toujours bien de savoir un peu les sources et d'où ça vient. Donc je vous le livre comme ça. Je ne vous dis pas que c'est demain ce qu'il faut faire dans vos classes, etc. Parce que effectivement, ça peut surprendre. J'ai pas de montre, du coup, je sais pas. Ah oui, bon. Alors, on peut, si vous voulez, peut-être faire une petite pause là, avant que je passe à ça, sur cet aspect rappel et puis définition, si jamais vous avez des précisions. Ça me donne l'occasion de voir un petit coup. Juste en fait, ça revient à ce qu'on a lu un petit peu tout à l'heure dans le bilan, le changement de posture aussi de l'enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accorder une confiance à l'élève, lui accorder une autonomie. Et c'est aussi pour ça que il y avait l'écueil là, que vous mettiez en évidence là, sur la fin. Attention, on ne va pas confronter les élèves à des tâches complexes en situation d'évaluation, parce qu'effectivement, eux aussi, ils peuvent être déconcertés, mais nous aussi. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent nous amener sur des chemins auxquels on n'avait pas songé et qui sont tout à fait valables. Alors ça, c'est la dimension inconfort, je pense, pour l'enseignant, effectivement, de ces situations où on ne sait pas forcément, comme par nature elles sont complexes, et du coup, ce qui est complexe, c'est effectivement les démarches de combinaison des ressources que l'élève doit faire. Effectivement, il va pouvoir y arriver par plusieurs chemins. Et vous verrez par la suite, quand on parlera de ce qu'ils appellent les paramètres de la situation, effectivement, ils disent bien, ces auteurs, que on ne peut pas toujours tout anticiper de ce que les élèves vont nous inventer comme façon d'arriver à ce qu'on veut. Et effectivement, donc du coup, ça peut être plus inconfortable, moins sécurisant pour les enseignants, je pense, que effectivement un exercice où on sait d'avance comment il faut faire pour le résoudre. Il y a une seule façon ou éventuellement deux, etc. Voilà. Oui, effectivement, ça peut expliquer sans doute ces difficultés des enseignants. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui. Moi, j'ai compris un peu la différence entre tâches et situations complexes. C'est vrai que dans la littérature, c'est parfois compliqué à distinguer les deux. Oui. Bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. Par rapport au point de vue de l'élève et par rapport à celui de l'évaluateur, je trouve que c'est une distinction qui permet de clarifier les choses. Oui, d'accord. Ça, c'est très bien. Et puis, je voulais vous dire, sur la situation problème, il y avait Astolfi qui avait défini en 10 points de situation. Ouais. Mais c'est didactique des maths, ça, non? Astolfi. Non, des sciences. Voilà. Mais justement, donc du coup, c'est ça le problème. C'est que le champ de la didactique des sciences, ils ont travaillé cette notion-là. Mais ils l'ont travaillé pour les sciences. Là, l'idée, c'est de l'utiliser pour toutes les disciplines. Donc, c'est pour ça que, du coup, c'est un petit peu... C'est pour ça que j'ai pris des précautions. Non, mais vous avez vu. Parce que, effectivement, les collègues de maths ou de sciences, ils peuvent se dire, oui, mais alors, c'est très vague comme définition, là, par rapport à ce que nous, on met en œuvre. Je ne sais pas, Agnès. Je pense que tu leur situes bien cette définition, effectivement, de situation de problème.
qui n'est pas du tout... qui envoie dans quelque chose où on n'a pas la réponse. Voilà. On est dans une démarche scientifique où Oui. on va formuler des hypothèses, Ouais. et puis on va aller éprouver un petit peu cette démarche. Du coup, l'élève construit à la fois des connaissances, des savoir-être, des savoir-faire. Après, dans une situation scientifique, on peut bien évidemment utiliser des tâches complexes où ils savent faire, enfin, où ils ont les ressources. Sur une construction de protocole, par exemple, oui. on peut être, si ça a été travaillé en amont, on peut évidemment proposer pourquoi pas en tâche complète. Oui. D'accord. Mais ça nécessite effectivement d'être un objet d'apprentissage. Oui. Et pas une situation seulement évaluative. L'élève va savoir faire parce que voilà. D'où la posture de l'enseignant. Oui. Qui est complètement fragilisée. Ah oui, c'est ça. Ce qui renvoie à ce que la réflexion de la collègue. Oui. C'est vrai qu'on voit souvent la tâche complexe être encadrée, nous, par une démarche qui est donnée à l'élève. Ça m'est arrivé encore tout récemment. Voilà, faire la biographie de Luther, et donc vous ferez ceci, cela, etc. Enfin, avec un chemin qui est déjà prévu et qui ne permet pas justement d'observer et donc éventuellement d'évaluer un élève faisant le choix d'une procédure ou d'une autre. Donc ça arrive très très souvent. Bien. Oui. Donc, je peux continuer? Il n'y a pas de... Alors, je continue. Donc, alors, les situations complexes pour apprendre. Hein, donc, nouvelle pédagogie, point d'interrogation. Donc, je vous disais, effectivement, il y a un certain nombre de chercheurs, et notamment cette école belge, de Kettel, il y a depuis très longtemps, depuis à peu près les années 80, qui parle de pédagogie de l'intégration, mais ça a été beaucoup repris par Rogers plus récemment, avec il y a eu des petits ratés dans ma mise en page, avec évidemment l'actualité des compétences, l'intégration des compétences dans les systèmes scolaires actuels. Donc ils appellent ça pédagogie de l'intégration, ou aussi on trouve l'appellation approche par les compétences de base, ou des fois approche par les compétences. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à évaluation par les compétences, mais avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir. Alors, dans leur modélisation pédagogique, ils disent avoir recours, que l'enseignant peut avoir recours aux situations complexes à deux niveaux. D'une part, ils peuvent y avoir recours lors de l'apprentissage de ressources, c'est-à-dire quand l'enseignant va conduire des activités d'apprentissage des ressources. Les ressources, je vous redis, les savoirs, les savoir-faire, les procédures, etc. Alors, ils appellent ça des situations relatives au développement des ressources, et ils en identifient trois types: les situations d'exploration, les situations didactiques, ça c'est des situations plutôt cadrées où on institutionnalise, où on entraîne les élèves sur les notions qu'ils viennent de découvrir dans la situation d'exploration, et puis les situations de structuration qui sont là des phases plus d'institutionnalisation, de synthèse des savoirs, etc. Alors évidemment, ce n'est pas des didacticiens d'une discipline particulière, ces gens-là, c'est des chercheurs de sciences de l'éducation, donc ils utilisent des termes qui leur sont propres, qui sont traduits, à vous de faire la traduction, chacun dans votre champ disciplinaire. Moi j'en connais quelques-uns, je sais qu'en maths on parle plutôt pas de situation d'exploration, mais de je sais pas quoi, etc. Enfin voilà. Donc dans ces situations qui visent l'apprentissage de ressources, ils disent oui, on peut utiliser des situations complexes, mais c'est pas systématique. On va aussi avoir des activités qui vont être complètement décontextualisées, qui n'auront comme d'autres buts, finalités, que d'apprendre par exemple à faire des opérations
etc., ou d'apprendre par cœur certaines définitions, ou etc., etc. Hein. Mais ils disent quand même, pour apprendre des ressources, on peut utiliser des situations complexes. Et puis, on peut, disent-ils, il faut avoir recours à des situations complexes, mais à des moments particuliers qu'ils appellent moments d'intégration, d'où l'appellation pédagogie de l'intégration. Situations particulières, complexes, particulières, ils les appellent des situations d'intégration ou des situations cibles. Alors là, c'est toujours des situations complexes que les élèves doivent pouvoir résoudre individuellement. J'y reviendrai après, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des travaux de groupe, que les élèves doivent pouvoir résoudre en mobilisant des ressources qui ont été acquises lors des apprentissages de ressources. Donc vous voyez, ils distinguent des temps d'apprentissage particuliers qu'ils appellent des situations d'intégration où on va apprendre finalement à ces élèves à se confronter à ces tâches complexes et à développer, donc c'est une occasion d'apprendre à développer la compétence visée. Autre façon d'aborder la question, j'emprunte ce tableau à François-Marie Gérard qu'il avait présenté dans son diapo il y a un an et qu'on retrouve dans son bouquin aussi. Vous voyez, il décrit les activités d'apprentissage selon 4 phases qui s'enchaînent chronologiquement et qui sont analysées d'un double point de vue. D'un point de vue des types d'activités, il distingue des activités qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qui ont un but finalisé, etc., et qui sont souvent en contexte, c'est-à-dire qu'effectivement qu'on habille avec un contexte, et puis des activités structurelles qui sont décontextualisées ou qui sont vraiment des exercices, des activités où effectivement les élèves fassent s'exercer à faire des choses voilà, qu'il a appris ou qu'il a découvert, etc. Et puis, deuxième dimension, est-ce que la mobilisation est ponctuelle, c'est-à-dire réduite à un mode de traitement, ou est-ce qu'il y a une mobilisation conjointe de plusieurs notions, ressources, etc. Et donc, il décrit ce à quoi je faisais allusion un peu tout à l'heure, des démarrages d'activités qui permettraient d'explorer, contextualiser, etc. Ensuite, des activités qui consistent à analyser, c'est-à-dire à travailler des apprentissages d'objectifs spécifiques et à les formaliser. Et puis ensuite, une phase qui consiste à synthétiser, ça c'est ce qu'on appelle les traces écrites, les résumés, les synthèses, etc., ou les leçons, appelez ça comme vous voulez, dans le vocabulaire pédagogique usuel. Et puis, dit-il, des tâches où il faut réinvestir. Et c'est ça qu'ils appellent cette phase d'intégration, c'est-à-dire des phases de nouveau contextualisées, fonctionnelles, avec une visée, etc., où effectivement on va mettre les élèves en situation de réinvestir les notions, les savoirs, toutes les ressources qu'ils ont découvertes et sur lesquelles ils se sont entraînés dans les phases précédentes. Oui ? J'avais juste une question par rapport justement à cette intégration. Est-ce que c'est pour François-Marie Gérard, par exemple, est-ce que c'est le moment de l'évaluation où cette intégration est encore en formatif et pas du tout sur une évaluation formative? Là, je ne parle pas du tout d'évaluation. Je suis, vous voyez, des situations complexes pour apprendre. Donc lui, il dit, ces phases d'intégration, elles doivent faire partie de l'apprentissage. Ça doit être des phases réservées. Donc la suite va vous préciser les choses de ce point de vue-là. Donc, ces situations cibles, ou situations d'intégration, ou situations de réinvestissement, tous ces termes-là sont synonymes chez ces auteurs-là. C'est donc une situation complexe particulière parce qu'elle est conçue, effectivement, pour être le reflet d'une compétence
qui est installée chez l'élève. C'est pour ça qu'ils appellent ça, par exemple, situation cible, c'est-à-dire elle est cible, en ce sens qu'elle réfère à une compétence, ou quelquefois deux, mais vous verrez qu'ils disent que c'est mieux d'avoir un peu des choses un peu exhaustives. Donc, situation cible, parce que effectivement, c'est en référence à la compétence qu'on cible. Donc, dans ce modèle donc, pédagogique, les apprentissages, effectivement, sont planifiés dans le temps comme une alternance régulière et progressive entre des moments où on apprend ponctuellement des ressources, encore une fois, ressources, savoir, savoir-faire, etc., savoir-être, procédures, appeler ça, enfin, tout ce qui fait l'objet d'apprentissage dans chaque discipline. Hein. Évidemment, des ressources en rapport avec les compétences qui sont visées. Donc, des moments où on apprend des apprentissages ponctuels de ressources, et puis des moments de situations d'intégration, mais qui sont conçues comme des situations d'apprentissage, et qui nécessitent donc la mobilisation de ces ressources qui ont été apprises par ailleurs. Donc, ça nécessite, dit ces auteurs, de réserver du temps à ce type d'activité et de confronter aussi les élèves plusieurs fois au même type de situation, c'est-à-dire pas une seule fois, pas une seule fois. Et donc là, j'avais mis juste un petit encart. Je vous ai dit tout à l'heure que j'essaierais de contextualiser mon propos en fonction des enjeux professionnels qui sont les vôtres. Voilà, je m'étais dit, finalement, par exemple, les EPI ou les parcours citoyens, enfin, je ne sais plus, voilà, ça reste, me dit Françoise. Est-ce que ça ne serait pas, par hasard, des situations d'intégration privilégiées? Alors, à dimension pluridisciplinaire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des situations complexes à dimension pluridisciplinaire, hein, mais comme ça, quand on y réfléchit bien, enfin moi ça me fait écho. Je me dis, oui, les EPI, ça peut être, parce que c'est finalisé, parce que ça a un but, parce que c'est pluri, parce que c'est défini en termes de compétences. Ça peut être effectivement des moments où on apprend aux élèves justement à réinvestir des acquis par ailleurs. Voilà, juste un petit écho à votre actualité. Donc, si on continue dans leur logique, dans cette logique de cette pédagogie de l'intégration, dans cette perspective, la situation complexe, elle doit être utilisée pour deux usages. Hein, ce que vous disiez, c'est-à-dire, on utilise des situations complexes, d'une part, à des fins d'apprentissage, dans des moments particuliers qu'on va appeler, qu'ils appellent eux, situations d'intégration, où on va donner l'occasion à l'élève d'apprendre à intégrer les ressources, parce que ça s'apprend. Hein. Et puis, effectivement, par ailleurs, on va les utiliser aussi à des fins d'évaluation pour évaluer si l'élève maîtrise la compétence visée par la situation. Voilà, donc il distingue bien ces deux choses. Alors, si on revient... Oui, allez-y. Sur la diapo précédente. Oui. Juste celle que vous aviez étiez en train de présenter. Là. C'est bien à des fins d'évaluation, occasion d'évaluer si l'élève maîtrise. Donc ça veut dire qu'ici, si l'élève ne maîtrise pas... Non, occasion d'évaluer si l'élève maîtrise... Ouais. C'est pas si l'élève... Si l'élève maîtrise, c'est... Non, c'est pas... Alors, je ne l'ai pas écrit... de dire si l'élève maîtrise ou pas. Oui, c'est ça. Ou est-ce que c'est si l'élève maîtrise, à ce moment-là, on peut l'évaluer. Non. Je comprends l'ambiguïté de ma formulation, non. C'est dans le premier sens. C'est-à-dire que ces situations complexes qu'on va utiliser à des fins d'évaluation, ça va être effectivement l'occasion d'évaluer si l'élève, est-ce que l'élève maîtrise ou pas la compétence. Hein. Voilà, donc je vois ce à quoi vous faites référence. Après, c'est une autre chose, de savoir à quel moment, là c'est les pratiques, par exemple, d'auto-évaluation, etc., où on laisse l'élève choisir lui-même le moment où il sent qu'il est compétent, ou qu'il peut, etc. Ça, c'est autre chose. Voilà.
Alors, donc si on revient sur ces situations d'intégration, je reviendrai après, hein, c'est ma 4e partie sur les situations complexes en situation d'évaluation. Là, je suis toujours sur l'apprentissage. Donc, ces situations d'intégration, donc situations complexes à des fins d'apprentissage, donc finalement, elles vont servir, hein, dit simplement, à apprendre aux élèves à pouvoir utiliser leurs acquis dans de nouvelles circonstances. Alors là, je vais faire un développement assez long sur qu'est-ce qu'on en sait de ce que les élèves font dans ces cas-là, devant des tâches complexes. Je vous ai mis ça, hein, vous voyez, apparemment, on n'en sait pas grand-chose. Parce que, bon, alors ça demanderait sans doute un peu plus, parce que les publis là sont un petit peu anciennes, enfin, elles datent de 2010, etc. Je ne suis pas sûre que la recherche ait fait des bons faramineux depuis. Il faudrait chercher du côté des recherches cognitives. Faudrait faire des recherches, faudrait aller voir du côté des recherches en cognitif, mais en tout cas, cette activité, elle reste d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire comment l'élève s'y prend pour résoudre cette complexité. Pour l'instant, on n'en sait on ne sait pas vraiment le décrire. Hein. Et donc, Carrette, il dit, ça reste encore un peu mystérieux. D'où, sans doute, l'inconfort aussi des enseignants, hein, à gérer ce genre de choses. Alors quand même, là, je vous fais part de certaines recherches que ces chercheurs belges, notamment Ray et Carrette, associés à Carrette, ont fait. Alors eux, c'est pas des cognitivistes, hein, donc ils observent simplement globalement, ils vont pas vraiment sur les phénomènes cognitifs, mais ils ont fait plusieurs recherches où ils ont confronté, hein, des élèves à des tâches complexes. Alors, il y a une première recherche dont je vous avais parlé au mois de novembre, quand j'étais intervenue sur les compétences, que vous irez retrouver dans mon diapo, je pense qu'il est encore sur le... vous savez, c'est une recherche dans laquelle ils avaient proposé des tâches complexes à des élèves du primaire et du secondaire en 3 phases. Hein, et la première phase, c'était la tâche complexe. Ensuite, la deuxième phase, c'était la même chose, mais sous forme de tâches plus cadrées, justement avec un chemin, etc., découpé, etc. Et puis la troisième phase, c'était l'évaluation de ressources, hein, seulement. Et ça leur permettait de voir, justement, comment les élèves appréhendaient ça, etc. Donc, dans cette recherche-là, ils constatent déjà, premièrement, que la plupart des élèves maîtrisent bien les procédures, c'est-à-dire que tout ce qui est ressources, etc., ça pose pas de souci. Mais par contre, qu'il y a un certain nombre d'élèves, en nombre assez important, qui sont incapables, justement, de les mobiliser, ces ressources, dans une situation complexe, sans cadrage, comme disait Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire on leur donne la tâche, débrouillez-vous, et là, par contre, ça coince. Hein, mon diapo est complètement... comme ça aussi, oui. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, dans une autre recherche, ils ont observé cette fois-ci, hein, des élèves au travail, dans 6 classes élémentaires, donc des élèves qui sont confrontés à des tâches complexes que les chercheurs ont construites, et puis ils les mettent dans 2 conditions différentes. D'abord, ils les font travailler individuellement sur ces tâches complexes, hein, chaque élève travaille, voilà. Et puis ensuite, ils les font travailler en groupe de 3-4 élèves. Et pourquoi ils utilisent cette condition? Surtout, justement, pour essayer d'avoir accès au raisonnement, aux démarches, etc. des élèves, parce que justement, quand ils sont en groupe, eh bien, il y a des échanges, ils sont obligés de s'expliquer, etc. Et du coup, les chercheurs peuvent essayer quand même d'entreapercevoir comment ils s'y prennent, hein, ou qu'est-ce qui coince, etc. Donc, dans cette recherche-là, ils observent que là encore, il n'y a pas de difficulté pour la majorité des élèves dans les procédures de base, c'est-à-dire la maîtrise des ressources de base à mobiliser, mais dans ce qu'ils appellent, ce qu'ils vont nommer le cadrage de la situation. Qu'est-ce qu'ils appellent le cadrage de la situation? C'est l'opération, enfin, qui consiste à choisir dans la situation qui est proposée les traits qui sont pertinents à sa résolution. C'est-à-dire, l'élève, hein, il a la situation,
Et comme il va falloir qu'ils choisissent des choses qui sont pertinentes pour résoudre. Par nature, il y a des tas d'informations qui sont, par exemple, inutiles ou qui sont redondantes, etc. Donc, comment... et ils s'aperçoivent, notamment dans les travaux de groupe où, du coup, ils doivent négocier entre eux, les élèves, sur comment ils font, eh bien, que c'est là où c'est compliqué. Par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en compte dans la situation évoquée? Les informations pertinentes, les inutiles, les incomplètes, etc. Puisqu'il il peut y avoir des informations à la fois pertinentes, d'autres qui sont inutiles, d'autres qui sont incomplètes, etc. Mais ils s'aperçoivent que quand il s'agit de choisir ces informations-là, ils sont en difficulté. Ou par exemple, est-ce qu'ils doivent agir comme s'ils étaient dans la vie réelle? Ça fait référence au fait que les tâches sont souvent contextualisées, quelquefois habillées avec des tâches de la vie courante. Ou bien, est-ce qu'ils doivent prendre cette activité comme prétexte à l'activité scolaire, c'est-à-dire utiliser ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont acquis? Et est-ce que les élèves comprennent ou sont en difficulté à certains moments je reprendrai des exemples tout à l'heure pour illustrer ça, de bien comprendre ce qu'on attend d'eux. Est-ce qu'on attend qu'ils réfléchissent comme dans la vie courante ou qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris pour faire. Voilà. Et ça, c'est ça qu'ils constatent. C'est sur ces questions-là qu'ils constatent que les élèves ont des difficultés. Et à partir de cette recherche-là, ils proposent, ça c'est Vincent Carrette qui le propose dans un article, là, dans un petit chapitre de bouquin que je vous ai photocopié, parce qu'il me semble que c'est assez parlant pour des enseignants, me semble-t-il. Il repère 3 types de cadrage. Il dit, dans ces recherches-là, on a repéré 3 types de cadrage opérés par les élèves. Donc, cadrage de la situation, c'est-à-dire comment ils traitent la situation. Premier type de cadrage, il s'appelle ça le cadrage hyper pragmatique. Alors, ils disent, ça, c'est des élèves qui vont saisir globalement la situation complexe, de façon assez intuitive, voilà. Ils ne vont pas la décortiquer forcément beaucoup, mais ils vont comprendre globalement de quoi ils retournent. Voire, ils vont la saisir à partir d'une routine de la vie courante, et c'est ça, le fait que quelquefois ça soit présenté comme des tâches de la vie courante, du coup, ils vont la prendre comme une routine de la vie courante, et puis du coup ils vont proposer une réponse qui est effectivement acceptable dans la vie réelle, mais qui a l'inconvénient de mobiliser aucun acquis ni aucune procédure scolaire. Donc du coup les enseignants sont bien embêtés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des fois ils nous sortent des choses, oui, d'accord. Donc par exemple, c'est un exemple que prend Ray dans son bouquin sur la situation complexe qu'il propose, c'est de repeindre la classe. Il dit on voudrait repeindre la classe, etc. Donc il donne des tas d'informations, etc. Et puis il faut calculer notamment, dire combien il faut de pots de peinture. Et il y a un groupe qui propose, il y a un élève qui dit, voilà, on en achète déjà 2 de pots de peinture, on essaye, puis après, s'il n'y en a pas assez, on va en acheter un autre. Et il dit, mon père, il fait comme ça. Oui, son père, il fait comme ça, et c'est assez, effectivement, voilà, c'est assez logique, dans une logique de vie courante, oui, pourquoi pas, Mais voilà, le problème, c'est qu'il ne réinvestit pas du tout les calculs, etc. Voilà, bien. Voilà, donc cadrage hyperpragmatique, ils appellent ça. Ensuite, autre type de cadrage, je dirais presque l'opposé, ils appellent ça cadrage hyperscolaire. Donc ça, c'est un peu l'inverse, c'est des élèves qui ne pensent pas la situation dans sa réalité concrète, globale, etc., et qui vont essayer d'utiliser à tout prix, parce qu'eux, ils ont compris qu'on était à l'école et que ce qu'ils avaient appris avant, ça devait pouvoir servir, etc., surtout s'ils sont évalués en plus, bon, bref. Donc, ils vont essayer à tout prix d'utiliser les procédures scolaires qu'ils ont appris. Et donc, dans ce même exemple, par exemple, c'est des élèves, puisqu'on donnait les mesures de longueur, de largeur, de hauteur de la pièce, et que quelques temps avant, ils avaient appris à calculer le volume, ils calculent le volume. Mais ça ne sert à rien pour savoir combien de pots de peinture il faut, puisque c'est la surface, je crois.
voilà, qu'il faut calculer, etc. Voilà, donc ils se leurrent parce qu'ils sont centrés sur voilà, maîtriser utiliser ce qu'ils savent faire, mais ils ont un problème de pertinence, de choix pertinent, vous voyez. Alors, ensuite, troisième type qu'ils repèrent, c'est celui qui correspond à la compétence attendue, à ce qu'on attendrait. Alors, ils appellent ça cadrage instruit ou scolaire. Donc, c'est des élèves qui, effectivement, vont tenter de représenter la réalité de la situation en investissant des ressources apprises en classe de façon systématique. Et exhaustive. Il y a cette question d'exhaustivité, c'est-à-dire que c'est des élèves qui vont être capables de rien oublier, de regarder dans le détail la situation, pas de l'appréhender de façon globale en disant il faut reprendre la classe, etc., mais de regarder exactement ce qu'il en est et en justifiant correctement la réponse. Et ce cadrage instruit, donc, que les chercheurs évidemment identifient comme celui qui nous intéresse, qui est celui qui va permettre effectivement d'évaluer, d'apprendre et d'évaluer ensuite la compétence, eh bien, ils essayent de le définir selon 5 paramètres. Alors, ils disent, bon, c'est pas forcément des étapes chronologiques, mais en tout cas, c'est des étapes par lesquelles les élèves passent, ces élèves-là, qui réussissent finalement à résoudre cette tâche. C'est des étapes par lesquelles ils passent. Donc une étape où l'élève se représente correctement la situation dans sa réalité concrète, c'est-à-dire qu'il est capable de dire qu'est-ce qu'on lui demande. Par exemple, il peut reformuler, expliquer à ses camarades, par exemple, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il va devoir produire, par exemple. Le deuxième élément, c'est l'étape où il s'agit de choisir les bons. Alors là, vous voyez, instruments, procédures, c'est toujours ressources, etc. Ça peut être à la fois des savoirs, mais ça peut être à la fois des savoir-faire. Donc, choisir les bons instruments, les outils pertinents et qu'ils ont appris, les appliquer, ces procédures de base. Avoir une approche exhaustive de la situation, c'est-à-dire analyser, revenir sur la situation pour vérifier qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas oublié des choses, etc. Et donc du coup, parce qu'il y a aussi des élèves qui se perdent un peu en route, qui vont faire des réponses partielles, etc., mais qui ont oublié qu'il fallait calculer ou faire telle chose. Mais dans le but, au final, et qui oublient, etc. Donc il y a cet aspect d'exhaustivité, d'analyse exhaustive de la situation. Et puis, dernière dimension, la communication, ils disent universelle, c'est-à-dire la capacité que les élèves vont avoir d'exprimer la résolution de la tâche ou de la situation et de la justifier, notamment à l'égard de quelqu'un qui n'aurait pas participé ou qui ne connaît pas la situation de départ. Donc cette dimension de communication, mais de communication pas seulement formelle, c'est-à-dire il faut faire une phrase de réponse, etc., mais qui prennent en compte le fait qu'on puisse expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas participé à l'activité, etc. Donc voilà les paramètres d'après eux qui font que des élèves opèrent, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui construit ce cadrage qu'ils appellent instruit, qui mène effectivement à la réalisation, la compétence. Alors, quand dans leurs observations qu'ils ont faites, dans ces mises en situation individuelle, puis ensuite en groupe, ils s'aperçoivent, donc quand ils observent les groupes, c'est ça qui les intéresse beaucoup. Ils ont fait une comparaison de réussite en individuel et en groupe, mais surtout ce qui les intéresse, c'est que dans les groupes, il y a des échanges, etc. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir accès
à ces procédures de la part des élèves. Ils observent que les groupes qui réussissent davantage la résolution de la situation sont ceux, justement, qui ont le plus le souci de la communication universelle. C'est-à-dire ceux qui ont le souci d'expliciter, de justifier, et le fait qu'ils soient obligés, alors par exemple, c'est sans doute dû à la composition des groupes, dans certains groupes, effectivement, bien, ils vont devoir s'expliquer, justifier, argumenter, s'ils ne sont pas d'accord, etc. Et que du coup, ça leur permettrait de finalement mieux cadrer la situation complexe, de mieux la comprendre, de mieux l'interpréter, donc faire ce qu'on a le premier cadrage, là, et de mieux choisir, du coup, les outils, les ressources à employer pour la résoudre. Donc, conclusion de ces travaux, eux décrivent un élève compétent comme un élève qui fait effectivement adopter un cadrage instruit tel qu'ils l'ont défini, ce qui suppose quand même que cet élève, du coup, ait compris les objectifs de l'école, c'est-à-dire on fait ça pourquoi, on n'est pas en train de dire on fait ça comme son papa il le ferait, voilà, de façon ordinaire, on fait pour savoir calculer, etc. Donc a compris les objectifs de l'école, sait que la tâche proposée poursuit un objectif d'apprentissage, ça va un peu dans le sens ou d'évaluation, sait que la tâche est quelquefois artificielle, mais que sa résolution exige la construction d'un sens, même si c'est artificiel, il y a un sens, peut-être pour apprendre d'autres choses. Je calcule ça parce que ça va me permettre, ou j'apprends telle chose parce que ça va me permettre d'en apprendre d'autres, etc. Donc, faire le jeu scolaire. Et puis, avoir saisi que pour résoudre la tâche proposée, eh bien, il faut comprendre la situation, choisir les procédures nécessaires, les combiner, être exhaustif, c'est-à-dire ne rien oublier, revenir à la tâche initiale pour vérifier qu'on n'a rien oublié, etc. Et puis, pouvoir la communiquer de façon correcte, et notamment à un public qui serait éventuellement absent. Voilà. Donc voilà comment ils décrivent un élève, donc ce cadrage instruit qui permettrait aux élèves de résoudre ces situations complexes. Alors du coup, et je voulais m'arrêter là-dessus, pardon, c'est Hélène, moi ça va, réfléchir, je pense que ça peut nous amener à réfléchir, effectivement, nous les enseignants, du coup, quelles sont les conditions pédagogiques, quelles seraient les conditions pédagogiques les plus favorables pour que les élèves adoptent ce cadrage instruit des situations. Et donc, je me suis essayé à certaines suggestions, là, mais il y en aurait d'autres. C'est ce qui m'est venu à l'esprit comme ça. Je me dis qu'effectivement, du coup, il faut les mettre en situation d'apprentissage, de situations complexes, c'est-à-dire pas des situations où ils vont être évalués, mais des situations où on les met pour de vrai, sans autre objectif que de leur apprendre à se confronter à ce genre de tâches. Sans doute les faire travailler en groupe, puisqu'on nous dit que dans ces travaux de groupe, parce qu'ils échangent, etc., qu'ils ont le souci justement de s'expliquer, ça peut justement, ça peut être. Ça ne veut pas dire que c'est que le travail de groupe qui permet ça, mais en tout cas, peut-être que le travail de groupe permet effectivement de les amener à ce cadrage plus instruit, plus scolaire de la situation. Et puis peut-être aussi cet aspect de communication, peut-être créer des situations où effectivement ils sont obligés de communiquer leurs résultats, non pas à des gens qui savent comment il faut faire, ou qui ont participé, etc., mais à des gens qui n'ont pas participé à la tâche, à la même tâche, etc. Donc on voit bien à quoi ça peut... ça, on sait faire, à un public absent, etc. Voilà, donc ça, je vous mets ça juste comme... Est-ce que je voulais que j'enchaîne sur les tâches complexes en situation d'évaluation cette fois-ci, ou vous voulez qu'on arrête 2 secondes sur ce que je viens de raconter, si vous avez...
Non, il n'y a pas de questions particulières? Finalement, vous avez défini les critères d'évaluation dans la dernière paragraphe. Peut-être. Voilà, alors les tâches complexes, cette fois-ci, utilisées à des fins d'évaluation. Puisqu'on dit qu'on les utilise à des fins d'apprentissage et à des fins d'évaluation. Alors, ne prenez pas peur avec ce gros schéma. Je l'emprunte à François-Marie Gérard, qui vous l'avait déjà projeté il y a 1 an dans son diaporama. Il est aussi présent dans son bouquin. Je vais vous le commenter. Donc, d'abord, revenir donc à ce que je disais tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est que effectivement, en matière d'évaluation, maintenant, si on se pose la question d'évaluer des compétences chez les élèves, donc du coup de les évaluer à travers des tâches complexes, puisqu'on a dit que c'était en situation complexe que pouvaient se révéler les compétences. Donc, on disait tout à l'heure, il y a des temps pour apprendre des ressources, il y a des temps pour apprendre à intégrer les acquis. De la même façon, en évaluation, et nos situations complexes, il faut que ça soit des situations complexes, certes, où il faut que l'élève apprenne à mobiliser des ressources, mais qu'il a acquises, hein, qu'il maîtrise, etc., les ressources. Donc ça veut dire qu'il faut bien à certains moments évaluer les ressources. Mais ça va être des moments séparés. Donc, distinguer l'évaluation de l'acquisition des ressources de l'évaluation de l'intégration. Moi, j'ai mis ça comme ça, mais sous-entendu, tâches complexes en situation contextualisée. Alors là, le petit schéma qu'il a mis, c'est juste pour montrer l'alternance qui pourrait être... Alors, c'est très théorique, hein, après... donc, les barres, là, c'est des semaines, en fait. Hein, c'est une planification des semaines scolaires, où il dit, vous voyez, à peu près, pendant 5-6 semaines, eh bien, on fait des apprentissages ponctuels de ressources, hein, et puis au fur et à mesure, eh ben, on évalue ces ressources. C'est les petits carrés noirs, hein, et moi, me suis essayé, moi, les ronds verts, c'est moi qui les ai rajoutés, hein, c'est pour distinguer ce qui est à François-Marie Gérard, de moi, comment, vous le voyez, là, les ronds verts, là. Tout ce qui est rond, c'est moi. C'est pour essayer d'expliciter, et puis tout le reste est... Donc, je vais aller vite sur l'évaluation des ressources, parce que j'y reviendrai pas, parce que c'est ce qu'on fait, enfin, ça, les enseignants, ils savent faire ça, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est la forme que peut reprendre l'évaluation des ressources, elles sont multiples, hein, ça peut être des interrogations orales, écrites, des exercices, etc., quelquefois même assez ritualisés, hein, voilà. Les contenus, j'ai essayé de donner des exemples qui s'appliquent un peu à toutes les disciplines, voilà. Donc, on a des moments où on apprend ponctuellement des ressources, on évalue leur acquisition, et Gérard dit, si c'est pas acquis, effectivement, il faut remettre des exercices, refaire des activités qui permettent. Et il y a des moments qui sont réservés, donc c'est les barres grises. Alors il dit régulièrement, hein, ça peut être, c'est aux enseignants de voir, hein, quelle est la logique, à des activités d'intégration, hein. Donc c'est ce qu'il appelle apprentissage de l'intégration régulièrement. Ces activités, ces situations d'apprentissage de l'intégration, lui, il conseille, par exemple, de le faire au moins dans 2 situations, de proposer au moins 2 situations à chaque fois complexes, différentes aux élèves. Il suggère aussi de le faire au moins une en petit groupe et l'autre en individuel, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en petit groupe ça permet d'étayer, etc., ça a l'air d'être riche, mais où il faut aussi que l'élève il s'entraîne à le faire tout seul, hein, donc voilà. Et puis donc dans ces phases d'apprentissage de l'intégration, on utilise effectivement des situations complexes qui intègrent les ressources qui sont travaillées précédemment, hein. Et puis, donc ça, c'est les situations d'apprentissage. Et puis, à l'issue de ces situations d'apprentissage, on utilise des situations complexes, là, cette fois-ci, pour évaluer, hein, c'est ce qui est en bas,
évaluer la compétence qu'on a travaillée à partir de ses ressources et de ses activités d'intégration. Donc l'évaluation de l'intégration, elle se fait, c'est le gris foncé à l'issue de la période d'intégration où là c'était pour apprendre. Donc on utilise des situations complexes pour apprendre et ensuite on en utilise une pour évaluer et une qui est comparable, je vais y revenir, à celle travaillée en apprentissage mais qui sera inédite. Et c'est là qu'on voit apparaître cette notion de inédite. Et de famille de situation, je vais y revenir. Alors après, Rogers dit attention, c'est pas parce qu'on soumet à l'élève une situation complexe qu'on évalue forcément une compétence. Il faut prendre des précautions pour qu'effectivement cette situation complexe, elle évalue bien une compétence. Alors là, on est dans les choses classiques de l'évaluation, c'est-à-dire il faut que ça soit valide, etc., valide, significatif, etc. Mais je n'ai pas repris tout ça, mais j'ai essayé de décrire, d'extraire de ces travaux de chercheurs là, sur l'évaluation des compétences à partir de situations complexes, des principes. Voilà. Donc le premier principe que signale Rogers, c'est de définir les compétences avant de définir les situations d'évaluation. Ça semble logique. Ça va mieux en le disant parce que c'est pas sûr qu'avec le développement des référentiels, etc., on ne prenne pas directement des situations d'évaluation toutes faites ou je ne sais pas quoi qui existent, mais sans plus réinterroger tellement les compétences qu'il y a derrière. Donc il nous dit c'est dans cet ordre-là que ça doit se faire normalement. Donc c'est ce qu'il appelle lui le noyau de compétences évaluables à partir du programme. Définir le noyau de compétences évaluables. Alors il donne quelques conseils. Il dit il faut que ça soit en nombre limité. Il faut pas qu'il y ait 150 compétences à évaluer par an. Vous voyez ce qu'il met? Lui, il met 2 ou 3 compétences par discipline par année d'études. Donc, c'est des compétences englobantes. C'est pas morcelé, etc. Donc, il dit éviter le morcellement. Il faut que ça ait une unité de sens. Et puis, pourquoi limiter le nombre de compétences? Parce que ça limite le nombre de situations à construire aussi, pense à vous. Il dit c'est aussi une économie et à corriger pour les évaluations formatives notamment. Voilà. Donc, limiter le nombre de compétences, qu'elles soient au maximum exhaustives. Alors, c'est-à-dire qu'elles soient construites de façon à couvrir effectivement tous les objectifs du programme, donc éventuellement un nombre important de ressources. Donc ça voudrait dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des compétences effectivement qui larges, qui englobent un grand nombre de ressources. Donc les ressources, c'est la liste des savoirs, des procédures, des savoir-faire que vous avez par ailleurs dans les programmes, je suppose. Voilà. Et puis, troisième caractéristique de ces compétences, il faut qu'elles soient le plus mutuellement exclusives possible. Voilà, mais il dit elles peuvent se recouvrir aussi parce que c'est intéressant justement dans les situations complexes. À certains moments, ça ne va pas être une situation complexe pour une compétence. Certainement, à certains moments, on peut aussi avoir des situations complexes qui évaluent plusieurs. Donc là, qu'il y ait une zone de recouvrement entre les compétences n'est pas inintéressant, mais pas trop quand même. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut travailler. Alors ça, souvent, ça relève pas forcément du choix de l'enseignant, j'en sais rien. Peut-être que ça se fait ailleurs dans les programmes, je sais pas exactement. Moi, c'est toute ma limite. Je ne suis pas. Je pense que là, on touche à des questions de didactique disciplinaire dans la construction de tout ça. Deuxième principe, dit ces auteurs, c'est de proposer donc aux élèves des tâches. Alors là, je vous remets une petite définition de la tâche quand même que j'ai trouvée dans Carrette. Activité contextualisée qui présente une finalité et qui a du sens pour les élèves.
Alors, des tâches, on va y revenir, mais on a déjà largement exploré, puisqu'on a déjà exploré les tâches complexes à des vertus d'apprentissage. Elles ne sont pas très différentes quand on les utilise en matière d'évaluation. Donc complexe au sens où on l'a dit déjà plusieurs fois, complexe c'est pas compliqué, mais c'est au sens combinaison originale de différentes ressources, c'est-à-dire on peut proposer en situation d'évaluation des situations que l'élève a déjà rencontrées, qui ressemblent, j'y reviendrai là, c'est les familles de situations, mais qui utilisent les mêmes ressources qu'il a déjà utilisées, mais simplement il faut les combiner autrement, etc. C'est ça qui va faire l'originalité de la combinaison. Donc complexes, qui doivent mobiliser des procédures ou des ressources effectivement apprises. Donc ça suppose que l'on soit assuré de la maîtrise de ces ressources par les élèves avant. C'est pour ça que lui, il fait succéder, vous voyez, ces moments d'évaluation des ressources après des situations d'intégration et ensuite d'évaluation de l'intégration. Et puis des tâches inédites au sens où cette tâche lui demande justement un cadrage de la situation. C'est-à-dire ce qui est inédit, ce n'est pas les ressources qu'il aura à mobiliser, c'est la façon dont il va falloir qu'il les organise, qu'il les choisisse, etc., qui va faire le caractère inédit. Donc, qu'il le fasse vraiment travailler à ce cadrage de la situation. Donc, il faut disposer de tâches qui sont à la fois un peu semblables à celles qu'ils ont déjà rencontrées dans les phases d'intégration, mais également un petit peu différentes. Et la différence l'inédit se fait sur le caractère de combinaison des ressources. Alors, troisième principe, du coup, naturellement, ça veut dire il faut les construire, ces situations. Et il faut donc disposer de ce qu'ils appellent des familles de situations. C'est-à-dire d'un ensemble, pour chaque compétence, il faudrait pouvoir disposer d'un ensemble de situations qui traduisent la compétence. Donc un ensemble de situations cibles, comme on l'a décrit tout à l'heure, qui chacune donne l'occasion d'exercer la compétence, qui soit d'un niveau de complexité suffisant, on l'a déjà dit, sans dépasser de ce qui est attendu, c'est-à-dire que ce ne soit pas difficile au sens où ils découvrent, où ils aient à mobiliser les élèves des choses qu'ils n'ont jamais découvert, qu'ils n'ont jamais rencontrées. Donc, toutes ces situations doivent être équivalentes, ce qui, à mon avis, n'est pas très simple. C'est-à-dire, alors équivalentes, ils le décrivent en disant elles doivent être interchangeables en termes de difficulté et de complexité. Et notamment sur ce qu'ils appellent les paramètres. Je vais y revenir après, je vais vous lister un ensemble de paramètres qui permettent de décrire comment on peut construire les situations complexes. Et en fait, dans une même situation, dans une même famille de situations, donc toutes ces situations, elles visent la même compétence, elles se ressemblent parce que effectivement, elles nécessitent les mêmes ressourses, elles ont le même niveau de difficulté et le même niveau de complexité. Par contre, elles ne diffèrent que par ce qu'ils appellent l'habillage. Et j'ai essayé de vous exemplifier ce qu'ils appellent paramètres et habillage, à partir d'un exemple qu'ils prennent, donc assez, je pense qu'il faudrait compléter, mais si la compétence c'est tenir une conversation téléphonique qui ne fait pas appel à un vocabulaire spécialisé et dans sa langue maternelle, c'est ça la compétence, eh bien, la famille de situations qui correspond à cette compétence, ça va être l'ensemble des conversations téléphoniques différentes que l'élève devrait pouvoir faire face. Et on donne des exemples, une avec sa tante qui l'invite à passer des vacances, l'autre avec un ami qui lui demande de ses nouvelles, etc., etc., à condition que ça reste dans les limites fixées, qui sont effectivement les fameux paramètres. Et les paramètres de la situation, c'est notamment cette question du vocabulaire qui n'est pas spécialisé et que ce soit en langue maternelle. Donc ça reste, dans toutes les situations, elles doivent être identiques de ce point de vue-là. Par contre, ce qui change, ça va être l'habillage. Donc là, on l'habille, une fois c'est sa tante, etc. Une fois c'est un ami qui lui demande des nouvelles, etc.
Mais il faut s'assurer, et ça va être la difficulté, j'y reviendrai après, que l'habillage, le changement d'habillage ne modifie pas quand même les paramètres de la tâche. Et ça, c'est pas toujours simple à mon avis. Voilà comment ils définissent cette notion de famille de situation. Donc là, vous avez les différents paramètres qu'ils repèrent comme nécessaires pour établir cette famille de situations complexes. Donc, pour établir une famille de situations complexes, il faut qu'elle soit... Il faut faire attention donc, aux caractéristiques des ressources à mobiliser, c'est-à-dire quel est leur nombre, est-ce qu'elles sont... leur présence est nécessaire, quelle combinaison on attend, ou est-ce qu'il peut y avoir plein de combinaisons possibles, ou est-ce qu'on n'en attend que certaines, parce que dans certains cas, elles ne sont pas opérantes. La démarche, donc, il faut vérifier que toutes les situations sont identiques de ce point de vue-là. La démarche de résolution de la situation, c'est-à-dire le nombre d'étapes, l'ordre des étapes, et c'est là où je disais tout à l'heure, ils disent attention, ça c'est délicat parce que c'est difficile de prédire a priori toutes les démarches possibles de résolution, et donc du coup il y a des fois on peut penser que deux situations sont équivalentes et effectivement on s'aperçoit qu'elles posent finalement des problèmes bien différents aux élèves, et donc ça c'est un peu complexe parce que justement on ne s'est pas rendu compte que ils pouvaient le résoudre autrement, et voilà. Le type de situation, alors est-ce que c'est oral, écrite, etc. Je vous distingue pas tout, ça c'est pas, je pense que c'est pas la façon de présenter le contexte, les supports, le rôle, le nombre, le type, est-ce qu'on met des distracteurs ou pas, par exemple si on décide de mettre des informations inutiles, eh bien il faut que dans toutes les situations il y ait des informations inutiles, sinon si certaines situations, il y a des informations inutiles et d'autres, il n'y en a pas, ce n'est pas le même niveau de complexité. Donc on ne va pas évaluer tout à fait la même chose. Le type de tâche, les conditions de résolution, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un temps limité ou pas, quel matériel ils ont le droit d'utiliser ou pas. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis mes compétences s'en arrêtent là. Et d'ailleurs ces chercheurs aussi, c'est-à-dire que ces chercheurs ils travaillent sur l'évaluation des compétences en général. Après vous voyez bien que tout ça a à voir avec vraiment l'ancrage disciplinaire, et je pense que c'est vraiment le travail des didactiques maintenant, alors des chercheurs en didactique et ou des équipes pédagogiques, etc., par discipline, voire par cycle, y compris sur ce fameux cycle 3 qui est à la charnière. Est-ce qu'effectivement, un des travaux à faire maintenant, c'est justement de construire. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des travaux qui ont été déjà faits dans des champs disciplinaires. Je suppose que oui, je sais que, évidemment, par exemple, en langue, avec le cadre européen, etc., par exemple, je sais que je ne sais pas s'il y a des enseignants de langue, ils me diront si je me trompe, mais cette notion de situation, il y a des situations, voilà. Je pense que ça pose d'autres problèmes aussi, d'avoir des situations toutes faites, parce que je pense qu'effectivement, peut-être qu'on ne va plus rechercher derrière, et puis on fait peut-être à l'envers, c'est-à-dire on part des situations d'évaluation, et puis on construit l'enseignement à partir de situations d'évaluation. Ça, c'est à discuter, je pense que c'est... Voilà. Donc, vous dire quand même que cette notion de famille de situation, elle n'est pas très stabilisée. Je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui font consensus, il y a des choses qui font encore débat. Ça fait débat. Elle est même contestée par certains auteurs, notamment Marcel Craet, qui est un chercheur belge qui travaille beaucoup, enfin c'est une sommité en matière d'évaluation depuis très longtemps. Il n'est pas spécialiste des compétences, mais il est très critique, et je reviendrai sur ma dernière diapo là-dessus. Et par exemple, ces auteurs, ils disent mais est-ce que c'est bien possible d'identifier des situations qui nécessiteraient exactement les mêmes algorithmes, entre guillemets, de résolution,
Il montre, et ça, effectivement, je pense que c'est assez facile de démontrer que dans certains moments, à certains moments, il suffit d'habiller la tâche d'une façon différente pour que les performances des élèves, finalement, soient différentes, et que du coup, voilà, l'habillage de la tâche n'est pas forcément neutre, hein, sur ce qu'elle... donc, voilà. Donc, il y a des auteurs qui sont très, très prudents sur cette notion de famille, de situation. En tout cas, ils montrent que ça sans doute compliqué, cette affaire-là. Alors après, dernière chose pratiquement, donc on en est arrivé aux tâches complexes comme situation d'évaluation, mais pourquoi faire? C'est-à-dire à quelle fin est-ce qu'on va les utiliser pour toutes les fonctions de l'évaluation, puisque l'évaluation elle a différentes fonctions, hein, réguler les apprentissages, c'est l'évaluation formative, certifier à certains moments des acquis, c'est l'évaluation sommative, voire certificative quand elle délivre un diplôme. Donc finalement, ces situations complexes, est-ce qu'elles sont utilisables ou est-ce qu'elles doivent être utilisées dans toutes ces formes d'évaluation ou pas? Là, je pose des questions, hein, parce que moi, je ne suis pas... Voilà, en évaluation certificative, il me semble que vous devez valider le socle, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que la forme actuelle du brevet, est-ce qu'elle intègre des situations complexes ou est-ce qu'elle intègre d'autres choses pour évaluer, valider l'acquisition des compétences chez les élèves, oui ou non? En évaluation sommative, donc l'évaluation sommative, c'est à certains moments, elle n'est pas forcément certificative, elle ne permet pas forcément de définir, de délivrer un diplôme ou une certification, mais ces évaluations, et je pense que le Elson, voilà, c'est un outil d'évaluation sommative. Comment on valide les compétences dans ce Elson? Est-ce que c'est la somme, entre guillemets, d'évaluation formative des compétences, ou bien est-ce qu'on va mettre en place des épreuves formelles où on mettrait, effectivement, on évaluerait les compétences des élèves? Ça, c'est le choix des équipes, je suppose, de le faire. L'évaluation formative, forcément, hein, ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure. Effectivement, dans ces moments où on va, ce qu'ils appellent cette situation d'intégration, c'est-à-dire où on va proposer à des élèves des tâches complexes à des fins d'apprentissage, forcément, on va produire de l'évaluation formative, c'est-à-dire on va rendre de l'information aux élèves, on va leur dire, si on va confronter les démarches, celui qui a dit qu'il allait acheter 2 pots de peinture puis qu'il verra après, on va le confronter avec celui et lui faire comprendre que ce qu'on attend, c'est justement pas la vie quotidienne, mais c'est d'utiliser ce qu'on a appris, etc. Hein? Et celui qui a calculé le volume, il faut qu'il comprenne que c'est pas ça qu'on attend, parce que effectivement, c'est pas pertinent, parce que c'est pas le volume qui dit combien, etc. Bien. Et puis évaluation diagnostique, alors je m'y arrête 2 minutes parce que ça m'a été suggéré notamment à la fois par Fabrice Bertrand quand on a préparé cette intervention, et puis aussi par un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a envoyé, Jean-François Boyer, qui m'a envoyé ce qu'il a fait pour essayer de se vérifier tout ça. Moi je ne suis pas experte dans tout ça, mais qui me dit... pourquoi on ne commencerait pas par des tâches complexes comme évaluation diagnostique? C'est ce que propose Ray. Hein. Ray, dans son bouquin, il dit toute évaluation des compétences, elle doit être avant tout diagnostique. Lui, il dit il faut démarrer en mettant les élèves en situation complexe, et puis ensuite les observer et en déduire les besoins qu'ils ont, notamment en termes de ressources ou en termes de traitement du cadrage, par exemple, de la situation, des aspects plus méthodologiques. Hein. Voilà. Donc c'est ce que disait un peu Fabrice, me semble-t-il, la dernière fois, quand il disait qu'en EPS, par exemple, il proposait à ses enseignants de démarrer, plutôt que d'avoir des choses séparées
travailler des ressources de façon séparée, puis ensuite les mettre en situation complexe, démarrer par la situation complexe, qui permet de voir ce qu'il faut travailler, etc. Voilà. Donc effectivement, mais à ce moment-là, il ne faut pas la confondre avec cette situation problème qu'on évoquait tout à l'heure, où là, on est dans une phase de découverte où les élèves, on les met devant des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est une fonction différente. Là, ça serait une évaluation diagnostique sur la base de ressources qui sont censées quand même connaître, etc. Et puis pouvoir identifier aussi la nature des difficultés qu'ils rencontrent, et notamment ce fameux, je trouve que cette notion de cadrage de situation, enfin moi me semble-t-il, je pense qu'on peut en faire quelque chose pédagogiquement, il me semble, et même en formation, d'observer les élèves sur ces... Oui. Je vois pas très bien la distinction entre la situation de problème qui finalement sert pour amener l'élève à faire un apprentissage, mais dans lequel il construit son apprentissage, et dans lequel il va avoir besoin aussi de ressources qu'on va lui apporter. Oui. Et la situation d'évaluation diagnostique qui permet finalement de savoir la part de ce que c'est l'élève et de ce que des ressources dont il va avoir besoin pour construire de nouveau des apprentissages. Ouais, mais dans ce cas-là, ma situation problème et ma situation, mon évaluation diagnostique, c'est proche. C'est très très proche. La différence, c'est quand même que normalement, dans la situation, si on est en situation d'évaluation de situations complexes, là, telles que les ressources, elles doivent être connues. Les ressources nécessaires pour réussir la tâche, elles doivent être connues quand même des élèves. Donc, je pense que si on l'utilise en diagnostic, c'est plus, alors éventuellement quand même pour repérer des élèves qui n'auraient pas encore acquis certaines ressources, etc. Donc là, on est proche. Mais surtout, pour repérer leurs difficultés sur le traitement vraiment de la tâche complexe. C'est-à-dire, est-ce que ce qui leur pose problème, c'est d'identifier les informations pertinentes, ou est-ce que c'est, et ça, non, finalement ils savent bien le faire, mais par contre ils ne savent pas les ordonner, ils partent pour faire quelque chose, puis après ils oublient, etc. Donc voilà, je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là, pour éventuellement après cadrer différemment justement ces situations que vous pouvez proposer en situation d'apprentissage, avant de les proposer en situation d'évaluation. Je pense. Voilà, alors après, je vous avais dit, limite critique, je suis... Ah non, ça va. Donc, 2 types de critiques et 2 types de limites. Crae, que je vous ai déjà cité, qui est donc un spécialiste, non pas des compétences, mais un spécialiste de l'évaluation, et qui est relativement critique sur la notion de compétence. Il a fait un article dans la Revue française de pédagogie, je vous ai mis en référence, qui est très bien, me semble-t-il, parce que c'est bien aussi de se confronter à la critique. Et il pose le problème de la complexité érigée en norme. Il dit, est-ce que c'est vraiment ça ? Effectivement, tout ça, ça pose la question de savoir mobiliser, savoir transférer. Est-ce que ça, c'est pas de l'intelligence ? Donc, est-ce qu'on ne va pas essayer d'évaluer l'intelligence ? On peut partager ou pas son approche. Je ne pense pas que les cognitivistes partagent son approche, mais peu importe. Évaluer la complexité inédite. Il dit, attention, est-ce qu'on ne va pas renforcer les inégalités entre les élèves ? Alors que justement les approches par compétences, elles sont censées réduire les écarts entre les élèves, c'est pas sûr du tout. Traiter des situations complexes inédites, c'est différent de la vie quotidienne, parce qu'il dit justement dans la vie quotidienne, des situations inédites complètement, c'est pas si fréquent que ça. Il dit même, on va apprendre aux élèves à gérer des crises, alors que dans la vie quotidienne, on est plutôt dans des situations coutumières, qui exige finalement simplement des micro-adaptations, pas tant d'inédits que ça. Donc, dit-il, pourquoi faire de l'exceptionnel la norme de la vraie compétence ? Et donc, il considère, lui, que c'est une exigence quelque peu exagérée. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit.
Et puis alors des collègues canadiens, eux, ils mettent l'accent sur le fait que cette approche par compétence, évidemment, fait référence à l'approche socio-constructiviste, mais ils disent, bah oui, mais on a quand même remarqué que cette approche socio-constructiviste des savoirs, son efficacité n'est pas forcément évidente. C'est des chercheurs qui font des travaux de comparaison de méthodes et qui montrent que cette approche, elle est souvent assez défavorable aux élèves, notamment de milieux défavorisés, à la différence d'un enseignement qui est plus dirigiste et qui semble plus favorable à ces élèves. Ça, c'est effectivement, il y a beaucoup de travaux qui documentent ça, notamment des travaux français, Bautier, Rochex, etc., tous ces gens de Escole là, de chez nous, là, de Paris, qui pointent le fait que les situations complexes, quand elles sont effectivement, quand on veut les habiller comme des tâches de la vie quotidienne, eh bien, elles peuvent risquer de tromper les enfants de milieux populaires sur les exigences scolaires réelles. Et c'est l'histoire effectivement, de l'enfant qui répond les pots de peinture, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas compris qu'il est à l'école et que, certes, on va repeindre la classe, mais en vrai, on ne va pas la repeindre, la classe. Et puis, c'est simplement la situation pour réinvestir ce qu'il a appris. Donc, comprendre voilà. Donc, ces limites et ces critiques, je pense qu'il faut les prendre au sérieux, il ne faut pas les évacuer, parce qu'il y a peu de recul de la recherche quand même sur l'efficacité de ces approches par compétences. Elles ont été adoptées massivement dans les systèmes scolaires européens il y a globalement une quinzaine d'années, sur la base de constats de difficultés rencontrées par le système, et notamment sur la base de ces constats des difficultés des élèves de réutiliser ces acquis dans d'autres situations. Mais je pense qu'il y aurait des risques à faire de cette approche par compétence la solution miracle à tous les problèmes rencontrés. Et donc ça me semble-t-il, en tant que formateur, et en tout cas c'est comme ça que moi je l'entends à titre personnel, et je vous fais simplement en partager, ça nous invite, à mon avis, à la prudence, notamment en formation, et notamment à ne pas jeter, entre guillemets, toutes les pratiques enseignantes actuelles, d'évaluation actuelle, parce que de toute façon, par exemple, pour évaluer les ressources, les enseignants, ils savent bien évaluer les ressources, donc il faut qu'ils continuent à évaluer les ressources. Mais il faut aussi qu'ils essayent d'évaluer éventuellement les compétences. Donc je fais un peu mienne la conclusion de Vincent Carrette dans son article là, sur lequel je me suis appuyée, où il dit il vaudrait mieux essayer d'encourager les enseignants à s'approprier les questions posées par la notion de compétence, c'est-à-dire en n'évitant pas le débat, etc., mais en évitant aussi les discours pédagogiques prescrits, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur, justement, par exemple, comment ils font les enfants face à des tâches complexes. On sait encore peu de choses. Donc dire c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça qu'il faut faire, ça semble quand même, au jour d'aujourd'hui, un petit peu incertain. Et plutôt, donc, les encourager, les laisser expérimenter en les outillant. C'est ce que vous faites dans vos formations. Mais en les centrant sur l'objectif, alors là, par contre, qui peut être, à mon avis, partagé par tous les enseignants, de dire comment je peux aider mes élèves à utiliser dans de nouvelles circonstances ce qu'ils ont appris. Et ça, je pense que tout enseignant, même les plus réfractaires à l'approche des compétences, vous diront « Ah bah oui, ça c'est vrai. On leur apprend des choses, mais alors si jamais on leur fait utiliser dans une telle, ils ne savent pas faire. » Bon ben voilà. Donc peut-être que ça serait ça le dénominateur commun. C'est de dire comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut inventer pédagogiquement pour aider les élèves justement à utiliser ces acquis qu'on sait bien leur faire acquérir par ailleurs, ça on sait le faire, dans des situations différentes, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est assez judicieux de se centrer là-dessus. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu longue, comme d'habitude. Mais enfin, c'était